Voilà, je voudrais saluer, bien sûr, et remercier les 4 personnes qui sont ici aujourd'hui, en la personne de Cécile Barry, qui est présidente du groupe AJC et de l'association Actionnel, et également de World Mass International, qui conjugue à la fois l'audace et la prise d'initiative. Elle va nous expliquer son parcours et ses différentes activités. Jeff Squally, qui est également avec nous, qui est président d'Ecodas. On va expliquer également l'activité de l'entreprise et son parcours. Manuel Davy, qui est président de Vecchia, et comme je disais tout à l'heure, qui habite ici quasiment, hein, puisqu'il est sur le site d'Eura Technologies. Et puis enfin Radouane Mebarki, qui est président de Tous Repreneurs. Voilà, alors qui regroupe bon nombre d'actions et qui est très intéressante. Alors, on va se donner quelques minutes vraiment pour laisser la parole aux invités, pour vous permettre de vous exprimer et qu'au travers de votre témoignage, on puisse déceler toutes les clés de succès et tous les échecs, tout ce que vous avez pu retenir un petit peu de vos échecs, comment ça a pu porter ses fruits, je dirais, dans votre projet, dans votre activité aujourd'hui. Alors, on va être galant, on va laisser la parole pour démarrer à Cécile Barry. Alors, je le disais, vous êtes présidente du groupe AJC, mais d'abord, vous êtes chef d'entreprise depuis 2003 avec l'entreprise qui s'appelle World Mass, qui est une agence de business développement, par notamment le concours de talents, notamment dans le monde de la mode. Alors, expliquez-nous un petit peu. Ça permet de créer de la notoriété, c'est ça, des marques? Alors, en fait, déjà, bonjour à tous. Merci d'être restés encore. Je sais que vous avez très faim. Donc, on va essayer de faire ça bien vite. En fait, moi, je suis une ancienne directrice de communication quand j'étais salariée. Et moi, depuis petite, je sais que je voulais monter ma boîte. Laquelle, je ne savais pas. Et en fait, quand j'ai eu 37 ans, je me suis dit, bon, il faut que tu montes ta boîte avant tes 40, sinon ça ne va pas aller. Donc, je suis partie du réseau de franchise où j'étais et j'ai monté ma première boîte qui était World Mass, qui accompagnait en fait, ça a été un concours de circonstances, que ce soit des gens de la mode qui soient venus vers moi, mais des stylistes qui avaient besoin de communication, qui avaient besoin de commercial, etc. Donc, on était une agence qui leur offrait tous ces services-là, le tout en un. Et on a fait ça jusqu'en 2008. J'avais monté en 2003 et où on s'est aperçu que la crise était là et que la crise, c'était un secteur qui était énormément impacté avec des boutiques multimarques. Il y en avait 6000 qui fermaient par an. Donc, pour vendre des créateurs, c'était très compliqué. Donc, j'ai repositionné en fait cette structure-là pour dire je continue à faire, mais peut-être pas dans le secteur de la mode, dans tout secteur. Voilà. Donc, ça, c'était la première structure. Et après, la deuxième, ce qui s'est passé, c'est que quelques années après, j'ai une amie, ça se fait, de s'associer aussi avec sa meilleure amie, qui avait aussi sa propre structure. Et on s'est dit, écoute, on est vraiment complémentaires. Donc, pourquoi on ne remet pas tout dans la même structure en offrant, en développant en fait tous les services qu'on avait. Donc, on a monté le groupe AJC. Le groupe AJC, voilà. donc qui est une agence de développement de notoriété où on met en place tous les outils et les actions pour développer la notoriété d'une marque ou d'une personne à travers le coaching, la formation et la communication. Et la communication, notre valeur ajoutée, c'est de gérer un club de célébrités. On en a 500 qu'on met à disposition des marques. On leur crée leur propre club d'ambassadeurs de marques. Donc, ce sont des personnes connues du monde de la télévision, du monde du sport, du cinéma, etc. du sport, etc. Qu'on met à disposition des marques. Et du coup, chacune de nos structures, on les a mis en veille, les 2 premières, la sienne et la mienne, pour tout regrouper dans celle-là. Donc voilà. Alors voilà au niveau des sociétés. Et j'étais un peu comme vous, c'est-à-dire qu'en 2003, moi, je me suis sentie très seule. Donc, je suis partie à un salon sur Paris. Je me suis dit, là, ça fait 1 an que j'ai monté ma boîte. Je me sens très seule. Est-ce qu'il n'y a pas des réseaux, des choses comme ça qui existent? Et c'est là que j'ai rencontré Actionnel.
Actionnel, donc Voilà. Action, apostrophe E, 2 LES, Voilà, c'est ça. qui avait été créé en 1994, c'est ça? Ouais. Et puis en 2008, vous en devenez la vice-présidente et puis la présidente en 2009. Voilà. Donc, en fait, c'est une association que j'ai rejointe parce que, voilà, c'était. Pourquoi que des femmes, je ne sais pas pourquoi je suis rentrée dedans. Mais bon, après, on n'a C'est pas bien le même l'identité discours. d'Actionnel. Voilà, voilà. Ouais, On n'a ouais. pas, on n'a pas le même discours aussi quand on monte sa structure. On minimise beaucoup de choses. On n'investit pas beaucoup les femmes, etc. Donc, il y avait besoin d'un autre accompagnement un peu plus pushy. Donc, du coup, moi, je suis rentrée dans cette association. J'aidais au début, voilà. Et en 2008, on m'a dit, bah, l'association n'allait pas très bien, que soit on la fermait, soit voilà, soit on la fermait, soit il fallait tout reprendre. Et ça a été un challenge. J'ai dit, OK, go, on y va. On était un groupe. On a dit, on remonte toute l'association, on la remet tout à flot. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on est 600. Donc 600 membres en 600 membres, Île-de-France là, et en en Île-de-France, Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, C'est et ça? on ouvre la région Aquitaine là, dans un mois, et la région, votre belle région, on espère avant la fin de l'année aussi. Et peut-être à l'international en 2019. 2019, je lâche la présidence pour m'attaquer à la fédération internationale. D'accord. Alors, comment ça se passe? Juste pour rentrer dans le détail quelques secondes encore, il n'y a pas de critères de sélection. Qui peut venir être accompagné ou venir avec son projet chez Actionnel? Les personnes ambitieuses. Voilà. Voilà, moi, je suis assez cash, les personnes ambitieuses. Et il y a une question qu'on pose et que tous les entrepreneurs de la Terre doivent se poser, c'est si je devais vous donner aujourd'hui un salaire qui doivent subvenir à vos besoins ainsi qu'à ceux de votre famille en tant que chef de famille, de combien devrait être ce salaire? Donc, au début, les femmes, j'entendais 1 000 €, donc je m'évanouissais un petit peu. Là, on en est à maintenant des 4 000, 5 000, ça me va mieux. Et je leur dis simplement, vous multipliez par 4 ce salaire que vous voulez, si vous faites de la prestation de service, ou par 5 de la vente, et vous avez le chiffre d'affaires que vous devez faire par mois. Donc, généralement, ça s'écroule un petit peu au début en disant, j'ai dit, mais c'est un objectif que vous devez avoir tout au long de votre vie d'entrepreneur. Donc il faut de l'ambition chez vous. Oui, mais en même temps, c'est accompagner l'ambition. On est, en fait, chez Actionnel, on est des femmes chefs d'entreprise, on est toutes en activité. Donc, on a ce rôle de mentor. Et on ne peut pas se permettre, par notre temps, parce que c'est du bénévolat aussi, d'accompagner des personnes qui n'ont pas l'envie ou qui se disent je vais juste faire un petit, voilà, quelque chose en Un appoint. petit job, Ouais. une petite activité pour, comme c'est les femmes, si le mari travaille, on va se dire, allez, Voilà, c'est on ça. cherche un job où je vais créer une petite activité, mais il faut une vision, j'allais dire financière un peu ambitieuse, Tout à fait. et puis de pouvoir. Alors vous, il y a un mot qui est banni, c'est quoi le mot qui est banni chez vous? Petit. Petit. Voilà, petit et bébé, alors ça, c'est des choses. Une entreprise, c'est pas un bébé, hein, il faut en faire, hein, sinon, ou bien adopter, je sais pas. Mais quand on était salarié, on n'allait pas voir son bébé, sinon c'était voilà. C'est une entité économique pour gagner de l'argent. Et petit, les femmes disent toujours, j'ai un petit local, un petit budget, tout est petit. Donc je l'ai mis dans le règlement d'intérieur. On ne dit pas le mot petit, et voilà, parce que voilà. Donc, mais voilà, c'est aussi enlever les freins comme ça qu'on se met quand on veut monter sa structure, c'est enlever tous ces freins. Et les hommes ne sont pas bannis chez nous, puisque là, on est en train de monter un club qui s'appelle Action Up, hein, qui est réservé aux femmes et hommes qui font plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Et ça permet d'avoir une continuité chez Actionnel, puisque ce sont les adhérentes qui nous ont dit, ben moi, je fais, parce qu'on a jusqu'à 1,2 million de chiffre d'affaires. Donc, celles qui font 1 million, elles n'ont pas les mêmes problématiques que celles qui font 100 000. Donc, du coup, on a décidé de monter un club, mais qui est mixte. Et ce club mixte servira de mentor, entre autres, aux actionnaires. Donc Voilà. plusieurs domaines sont couverts en fait. On a tous les Vous avez. secteurs d'activité, on les a réunis par commission. Donc, il y a 11 commissions aujourd'hui, mode, restauration, formation conseil, compta, etc., etc. Et elles travaillent, elles se voient une fois par mois pour travailler sur une problématique. Et elles ont un calendrier mensuel qu'elles reçoivent avec des formations, on organise des formations, des activités, du networking, etc. Donc il y a des ateliers, il y a une cotisation à l'année C'est 80 € pour les porteuses de projet et 160 pour celles qui sont immatriculées.
Ouais, donc c'est tout à fait abordable. Une moyenne d'âge, vous me disiez, de 35, 40 Ouais, ans à peu près? ça se rajeunit. À un moment Ça se donné, rajeunit c'est un peu, mais enfin, 50. vous avez bien sûr des créatrices plus jeunes Oui, et tout à fait. aussi des Oui, on a dames de de 60, 60 ans, ouais, de 60 ans. 60 à 62 et des jeunes à partir de 23. Alors, quel serait votre message en fait? Aussi, on est dans le cadre du rebond. On se dit, bah voilà, ça c'est une histoire magnifique, mais vous êtes motivé par quelque chose de fort, sans doute, un message qu'il faut peut-être arrêter aussi d'avoir la honte de Oui, l'échec. oui, Ça moi pourrait je être pense ça? que voilà, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu aussi un peu aux États-Unis, donc on a une autre mentalité où aux États-Unis, si vous avez soi-disant échoué, au contraire, on vient vous chercher au niveau Oui, c'est entrepreneurial ce qu'on disait dans la voilà, conférence précédente. parce que on est polyvalent, etc. Donc il faut qu'en France on fasse la même chose. Il n'y a pas d'échec. Les échecs, c'est une opportunité, au contraire. Moi, je sais que la première structure que j'ai montée, je l'ai montée seule. C'était dur, c'est pas évident. Je ne regrette rien et en fait, je me suis aperçue que je préférais être associée. Mais j'ai mis du temps à le voir, à le comprendre, parce qu'il fallait que je passe par certaines étapes hein, que je vois au niveau de la stratégie aussi de ma structure. Et aujourd'hui, bon, voilà, je me dis, bah, je suis bien, mais je serais pas arrivée là si j'avais pas connu ce que j'avais connu avant. Donc, il n'y a pas d'échec, il y a juste de l'apprentissage. Alors, ça peut être plus ou moins long. Et c'est pour ça qu'aussi les réseaux sont là aussi pour vous booster. Donc, pour moi, voilà, il ne faut pas parler d'échec. On peut vous applaudir quand même parce que c'est une belle histoire, un beau parcours. Je vais laisser la parole à Manuel Davy. Alors, vous êtes PDG de Vecchia. Alors, racontez-nous un petit peu votre parcours. Comment ça a démarré tout ça, votre parcours d'entrepreneur, et puis où vous en êtes aujourd'hui, et quel a été la petite clé de changement où il a fallu s'adapter, il fallait rebondir. Alors mon parcours pour commencer, donc moi je viens de la recherche scientifique, donc j'ai fait une école d'ingénieur que j'ai poursuivie par une thèse que j'ai soutenue en 2000. Et après ça, je suis parti comme chercheur en machine learning, donc c'est une discipline de l'intelligence artificielle à l'université de Cambridge en Angleterre où je suis resté pendant 2 ans. Et puis ma fille est Machine relative. learning, en 2 mots, parce qu'on est ici dans le Voilà. temple de l'innovation et de la technologie. Donc en français, l'apprentissage automatique, c'est de donner à un ordinateur une capacité à faire une tâche complexe par de l'apprentissage. Donc Voilà. en lui mettant entre les mains, entre guillemets, des exemples. Et donc je suis revenu en France et j'ai atterri à Lille, entre guillemets, en 2004, où j'ai, avec des collègues, créé une équipe de recherche à l'INRIA pour développer les méthodes de machine learning. Et un des sujets qui était important pour nous, c'était de financer nos travaux de recherche, à la fois par des financements publics, mais aussi des financements privés. Et naturellement, on s'est tourné vers les entreprises régionales pour conclure des partenariats de recherche. Et c'est là où en fait j'ai ouvert les yeux sur la réalité des outils qui est sur notre sujet aujourd'hui, qui est la gestion des stocks dans la distribution et l'industrie. Quand je parle d'outils, je parle de logiciels informatiques, hein, et j'ai pris conscience qu'en fait il y avait un décalage extrêmement grand entre ce qu'on faisait dans les labos et le niveau de la technologie et ce qui est utilisé sur le terrain par les opérationnels tous les jours, qui se trouvent à faire des tâches répétitives peu intéressantes et sans valeur ajoutée. Et donc, alors que l'ordinateur peut le faire de manière automatique, de manière parfaitement efficace, même plus efficace. Ouais. Et donc, ça a été le point de départ. Et donc, avec un de mes doctorants et son frère, on a créé l'entreprise en 2008 et on a commencé sur du conseil. Et donc, dans la foulée un peu des contrats de recherche qu'on avait fait avec les industriels, on a fait du conseil auprès des directions informatiques de ses clients pour les aider à faire du machine learning. Alors c'était très ambitieux et c'était un peu à côté de la plaque puisque finalement ils avaient envie mais ils ne savaient pas le faire et encore aujourd'hui ils ne savent pas le faire. Et donc assez vite on a compris ça et on s'est orienté sur du logiciel. Et donc on a commencé à créer des logiciels un peu pour faire plein de choses, de la gestion de stock mais aussi de la gestion du personnel et aussi de la détection de fraude. Tous des sujets que le machine learning peut améliorer. Et donc il y a certains logiciels qui n'ont jamais marché, donc c'était des vrais échecs, mais qui nous ont permis d'apprendre des choses et d'explorer notre marché. Et donc l'échec, je profite de cet exemple pour Bien sûr, donner un point de vue, c'est que c'est le témoin du fait que vous êtes en exploration. Et sans exploration, il n'y a pas de réussite en fait. Et donc il y a des moments où ça doit mal se passer, pas tout le temps évidemment, sinon c'est compliqué. Mais il faut accepter l'échec comme étant un point de la courbe d'apprentissage.
Et donc, on a exploré, on a fini finalement assez tardivement, puisque c'est en 2014 qu'on a positionné définitivement notre sujet sur la supply chain. Et encore, il y a 1 an et demi, on a encore fait une évolution majeure dans notre modèle économique, puisqu'on est passé sur un modèle qu'on appelle SaaS, c'est-à-dire que le logiciel n'est plus installé chez le client, mais il est accessible à travers Internet. Donc, c'est des évolutions technologiques fortes. Donc là, c'est les entreprises qui mettent en ligne leurs données, c'est ça, Voilà, quelque part? elles créent des connecteurs pour envoyer les données dans notre logiciel et elles consultent leurs données et les résultats à travers Internet dans notre logiciel. Et ça, c'est un changement qui est nécessaire par rapport à l'évolution du milieu dans lequel on travaille. Et donc, ça a fait que, de surcroît, l'ancien modèle, en fait, aussi commençait à péricliter, donc il y avait une forme d'échec, donc il a fallu là rebondir et retrouver un nouveau modèle. Et c'est sur ce modèle-là qu'on drive notre croissance aujourd'hui. Et quand on fait ça, ça veut dire aussi que l'entreprise, qui était montée jusqu'à 80 personnes sur ce précédent modèle, on a dû changer complètement son organisation. Et l'organisation, elle était plus efficace, elle n'avait plus besoin d'autant de monde. Donc il y a aussi eu besoin à un moment donné de retailler dans les effectifs pour avoir, tout en ayant un volume d'affaires plus important, mais des méthodes qui sont plus efficaces, qui fait que, donc ça c'est aussi compliqué, c'est des phases qu'on traverse avec un peu de difficulté, mais qui finalement, a posteriori, apportent beaucoup de valeur. Merci beaucoup. Un message, que vous voudriez faire passer, c'est effectivement faut pas hésiter, faut se lancer quelque part, et puis surtout quelque chose à avoir apporté. Vous dites pour le projet en question, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une idée forte. C'est pas seulement se dire voilà, allez, je me lance, ça devrait marcher. Il faut être vraiment expert dans être expert dans son domaine. Je vois Jeff Squally qui est pas forcément d'accord. Si, il va nous expliquer juste après. Je vais nuancer un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir quelque chose de nouveau et qui crée de la valeur à apporter. Parce que si on crée quelque chose qui existe déjà en 100 exemplaires et qu'on n'est pas différenciant, qu'on n'a pas une proposition de valeur nouvelle, en fait, ça sert à rien de créer. Donc, la première chose, c'est oui, il faut y aller parce que finalement, créer, c'est pas difficile. C'est faire vivre et développer après qui est difficile, mais créer, c'est vraiment facile. C'est pas ça la difficulté. Donc, il faut y aller. Il faut bien s'entourer et effectivement, il faut trouver un projet sur lequel on se dit là, soit par mon expertise, par mon expérience, par ma connaissance du marché, qui est un peu unique, je vais apporter quelque chose qui n'existe pas et qui va un peu transformer à mon échelle le monde autour de moi. C'est ça le point clé. Parce que je vois beaucoup des personnes qui se lancent drivées uniquement par la volonté de créer une entreprise, mais finalement qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent faire, et qui surtout se lancent sur des sujets où il n'y a soit pas de barrière à l'entrée, soit déjà plein de solutions, qui finalement n'apportent pas de valeur. Et donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire, surtout quand c'est des jeunes, creusez votre sillon, faites-vous une expertise, et après seulement vous pourrez créer en ayant quelque chose de neuf à apporter. Alors, il faut peut-être préciser, avant de passer la parole à votre voisin Jeff Squally, c'est que voilà, l'entreprise a vraiment le vent en poupe. Ça se passe plutôt bien pour vous. On est là sur une belle histoire, puisque vous avez, je crois, levé des fonds pour l'avenir. On a levé 12 millions d'euros l'année dernière. On a une croissance aujourd'hui de 50% par trimestre. Donc l'entreprise se développe très très bien. Mais voilà, il y a et BPI en innovation, c'est aussi. On a BPI qui est un de nos investisseurs, mais aussi qui nous finance sur des projets d'innovation un peu plus risqués. Et puis un certain nombre d'investisseurs spécialisés dans nos sujets. Et un partenaire aussi. Oui, effectivement, on est partenaire Microsoft pour pouvoir avoir un développement international accéléré. Ouais, tout ça, ça peut aider quand même. Mais il faut le décrocher. Il faut faire ses preuves. C'est beaucoup de travail. Et avant d'arriver à un partenariat comme ça, il faut s'être raté 3 fois avec d'autres acteurs. Parce que avant de lever 12 millions d'euros, il faut avoir levé un peu moins. Et puis il faut avoir raté la première levée. Et puis c'est comme ça qu'on apprend. Mais on apprend donc, encore une fois, on apprend de ces échecs. Et c'est les fameux échecs utiles qui permettent de rebondir et de réussir une troisième ou une quatrième fois. Jeff Squally, donc vous, votre parcours est aussi intéressant parce que vous dirigez donc cette société Codas. Vous avez dû faire aussi un
virage assez important, je dirais à 180 degrés ou plus, puisque vous étiez dans le domaine textile au démarrage. Et puis, tout le monde sait que le textile, même dans notre région emblématique, ça a rencontré évidemment des difficultés. La crise est passée par là. Puis fin 90, vous décidez alors de concevoir et de fabriquer des machines thermiques. C'est ça qui sont en fait pour l'industrie des autoclaves de stérilisation. J'en dis pas plus. Expliquez un petit peu. Stérilisation pour déchets hospitaliers. Pour déchets hospitaliers, je vous laissais compléter évidemment. Et là, vous parlez du dernier virage. C'est le dernier virage, mais il y en a. Oui, j'ai essayé de faire court. Mais avant, il y avait plusieurs petits virages, des grands virages, des pentes, des descentes. Il y avait beaucoup de. Oui, parce qu'avant d'en arriver là, effectivement, alors on va pas parler des choses qui fâchent et des structures administratives qui vous mettent souvent les bâtons dans les roues, mais c'est une réalité. Il faut faire avec. Oui, ça c'est encore après. C'est encore après. Là, je veux parler vraiment du début. Allez-y. Parce que là, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est la genèse un peu de tout ça, quoi. Exactement. Quand on parle d'entrepreneuriat, on va retrouver les mêmes fondamentaux chez tous les entrepreneurs. C'est quoi la base de tout? On en parlait avec Manuel Davy. C'est l'envie, le projet. Mais l'envie qui ne doit pas être sous forme de mode, faire comme le voisin, faire comme parce que tout le monde parle d'entreprise. Il faut que ça vienne des tripes. Et c'est pour ça, Cécile avait dit, j'avais toujours envie. Voilà. Et ça, on va retrouver ça chez oui, ça c'est le dénominateur commun de tous les chefs d'entreprise. Et pour parler de ma petite histoire, moi j'avais cette envie-là, j'ai commencé à vraiment matérialiser cette envie-là à l'âge de 10 ans. J'ai créé ma première structure à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire? À l'âge de 10 ans, j'avais un client unique qui était ma mère et je faisais des courses. Donc là, j'avais mon argent de poche. Elle me faisait des courses, je faisais la course et je lui revendais la prestation, le produit avec une petite marge. Une petite marge. Ah bah oui. Marge. Il n'y a pas de petit profit. Et en plus, je lui faisais du crédit fournisseur. Donc elle ne payait pas tout de suite, elle me payait à la fin du mois, on faisait les comptes à la fin du mois. Voilà. Et donc j'ai commencé il y avait une petite commission supplémentaire parce qu'il y avait effectivement des délais. Donc là, déjà que j'ai commencé à expérimenter ça, c'était au black, hein, c'était pas déclaré. C'était pas déclaré et donc je me suis la prescription, on va dire. Je me suis rendu compte que avoir un client unique, c'était pas top. Et donc, je voulais un peu élargir la panoplie. D'accord, donc à 11 ans et demi. Oui, à 11 ans et demi, j'ai commencé à mettre une table et j'achetais des bonbons et je voulais les vendre aux petits copains. Oui. Je me mettais à côté de la maison. Il n'y avait pas beaucoup de passages. Et donc, l'emplacement, c'est important pour un commerce. Oui. J'ai eu l'idée d'aller à la porte du magasin. Sauf que le propriétaire du magasin n'a pas beaucoup apprécié la chose, mais pourtant j'avais du passage, je commençais vraiment à faire fructifier. Donc là, la deuxième idée à tirer, c'est l'emplacement est primordial. L'emplacement est primordial. Alors, bon, je me suis rendu compte très rapidement quand même de mes limites techniques. Donc j'ai continué à faire mes études, j'ai fait une école d'ingénieur et donc je me suis confronté à la réalité technique des choses. Mais sérieusement, blague à part, j'ai toujours essayé d'entreprendre et de me lancer dans des affaires. On dit, il ne faut pas se lancer dans n'importe quoi. Oui, ça, avec l'expérience, on se rend compte qu'il ne faut pas. Mais avant de le faire, il faut le vivre. Et donc, je me lançais dans n'importe quoi, vraiment. Hein. Donc, mais bon, je mettais des sous, enfin, à la limite de mes capacités de l'époque. Mais à chaque fois, je me lançais dans des choses par envie, par curiosité et tout ça. Et c'est là où vraiment on apprend. Donc, je me suis lancé dans le fruit et légumes, honnêtement. Je me suis lancé déjà à l'époque, juste après mon école d'ingénieur, mais je le faisais en parallèle avec d'autres partenaires. Et c'est là où les autres leçons à retenir. C'est de ne pas rester seul et d'avoir aussi... Non, on ne se lance pas dans des choses qu'on ne connaît pas vraiment. D'accord, c'est ça, oui. On paye le prix, parce que bon, comme on ne maîtrise rien, je me lançais avec d'autres personnes et je dépendais d'eux. Et donc, on bâtissait des beaux projets. Et finalement, on laissait de côté les fondamentaux, à savoir l'emplacement, la maîtrise, le financement. Mais il faut bien délimiter son terrain de jeu, en fait. Donc, avec ça, sur le coup, je ne me rendais pas compte. Je perdais de l'argent, je répondais à mon envie d'entreprendre, mais finalement, c'était échec sur échec. Mais je n'appelais pas ça échec, c'était volontaire parce que je voulais apprendre et donc c'était des projets mal positionnés, des projets mal ficelés. Et le coup d'après, j'essayais de ne pas répéter quand même les mêmes conneries. Voilà.
Et donc, pour revenir à des choses beaucoup plus solides, beaucoup plus sérieux, enfin beaucoup plus sérieux, les autres aussi, c'était Bien sûr, sérieux, bien c'était sûr. vraiment des entreprises, donc une dizaine, chaque entreprise dans son domaine d'activité. Mais bon, une des entreprises agroalimentaires, par exemple, que j'ai créé avec des amis au Maroc, on a monté, par exemple, un très beau site industriel et on n'avait pas le financement. Donc, on a tout mis dans l'outil technique et on a oublié de mettre de côté le fonds de roulement pour acheter la marchandise. Et surtout, on n'a pas ficelé la commercialisation. La commercialisation, on dépendait d'importateurs qui venaient nous dire ça, je vous donne 10. Je dis oui, mais ça nous coûte 12. Oui, mais c'est 10 ou rien. Et donc, donc là, il vaut mieux maîtriser la commercialisation et non pas dépendre des autres. Et surtout savoir à qui vendre, hein, plutôt que de vendre à des Oui, intermédiaires, par un aller intermédiaire, en avoir direct. aussi l'interlocuteur en Voilà. face. Ouais, Ouais. aller en direct et puis surtout, si on peut apporter une plus-value, au lieu de vendre à un importateur qui va faire juste un petit packaging, autant faire le packaging et vendre directement à la grande surface. Alors, est-ce que ce sont Quand on est dans le domaine, Oui. bon, ça c'est le b.a.-ba. Mais quand on n'est pas dans le domaine-là, on l'apprend à ses dépens. Voilà. Donc après, donc on est arrivé. Donc là, je commençais à travailler dans une entreprise qui fabriquait des machines pour le textile. Je suis automaticien de formation et tout de suite j'ai vu, parce que là, même quand on est salarié, l'esprit d'entrepreneuriat, on l'a dans les tripes et donc on propose des choses. Et c'est là la différence entre un salarié exécutant et un meneur et un manager et peut-être un futur entrepreneur. Donc là, tout de suite, j'ai proposé de créer un nouveau département d'automatisation des machines textiles qui étaient manuelles. Donc là, ça permettait à l'époque de relancer l'activité et de faire la différence dans le domaine textile parce que bon, les clients étaient de moins en moins présents et donc il fallait avoir une offre de prix différenciée et avec une certaine valeur ajoutée. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a pu vendre encore, continuer à vendre alors que le marché déclinait complètement. Mais à la fin des années 90, il n'y avait plus rien à ramasser. Donc il n'y avait plus rien. Les clients ont fermé les uns après les autres. Donc on ne pouvait pas continuer à innover pour un secteur d'activité mortifère. Et là, encore une fois, donc j'avais capitalisé sur un savoir-faire industriel de fabrication de machines thermiques. J'ai essayé, en tant que, à ce moment-là, salarié mais actionnaire minoritaire, parce que j'ai été intégré dans la sphère de l'actionnariat mais minoritaire. J'ai essayé, et j'étais le dirigeant de la société. Je suis devenu le dirigeant de la société. J'essayais à ce moment-là de trouver une diversification. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces machines thermiques? On peut les proposer à l'industrie agroalimentaire pour faire de la cuisson, des conserves ou des choses comme ça. On pouvait proposer à l'industrie pharmaceutique ou hospitalière pour stériliser les outils chirurgicaux, par exemple. Mais ça existait déjà. Eh oui. Et c'est là où, quand on rentre dans un domaine qu'on ne connaît pas, on propose des choses basiques et on nous dit, mais vous n'avez pas de nom là-dedans et qu'est-ce que vous apportez De plus, techniquement? ouais. Rien. Au niveau prix, est-ce que, bon, d'accord, vous apportez la même technologie, mais c'est 50% moins cher? Ben non, on ne fabrique pas en Chine, on fabrique en France, donc forcément, ça sera le même prix. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Parce que j'aimerais laisser la parole à Alors, Radouane pour expliquer on aussi son décide parcours. justement, donc là, en ayant un pied dans le milieu hospitalier, de proposer une rupture technologique pour traiter les déchets hospitaliers infectieux. Donc au lieu de les brûler, on proposait de les stériliser. Et c'est ça notre apport nouveau. Donc on les stérilise au lieu de les brûler, et donc on le fait sur place, donc on évite le transport et on réduit l'empreinte carbone, mais ça c'était il y a 20 ans, on ne parlait pas d'empreinte carbone. Le plus, c'était maîtriser le risque infectieux et le faire avec un coût moindre que ce qu'il y avait à l'époque. Et alors, on a commencé à vendre quelques hôpitaux en France, mais avec le lobbying des incinérateurs, bien sûr, la concurrence réagit. On ne vous laisse pas, on vous ouvre pas les portes en disant allez-y, prenez les parts de marché tranquillement. Et là, c'est là où, encore une fois, il faut être entreprenant et il ne faut pas avoir peur.
on a décidé d'attaquer le grand export. Aujourd'hui, on fait 80%, 90% même de chiffre d'affaires à l'international. 90% à l'export. 90% de chiffre Et vous êtes présent dans 80 pays, c'est ça? 80 pays. Si on a le complexe de la taille, on est petit, on dit ben, non, je ne vais pas oser. Je n'ai pas la taille pour, je ne connais pas, donc ce n'est pas la peine d'y aller. Ou bien, on a adopté une autre stratégie, aussi bien pour l'innovation que pour attaquer des marchés nouveaux, c'est la stratégie de survie. Il faut sortir de ces zones de confort. Tout le monde a en tête l'expérience de Kodak. Rester dans sa zone de confort, on finit par mourir. Quand on sort et on ose sortir de sa zone de confort, quand on se confronte à la concurrence, c'est bien d'avoir de la concurrence, c'est bien d'être challengé par le marché. C'est là où vraiment on se superpasse, on se dépasse soi-même. Sinon, on reste dans son train-train habituel et on ne bouge pas. Donc, osez sortir de votre zone de confort et il ne faut pas avoir peur ni de la concurrence, ni des difficultés que vous rencontrez. Voilà. Magnifique, 20 personnes aujourd'hui dans votre entreprise avec un réseau de distributeurs et vous êtes, vous le disiez, 80 pays et 90% à l'export. Bravo, vous pouvez l'applaudir aussi dans son parcours. Alors, Radouane Mebarki, alors j'ai lu avec intérêt ce qu'on a dit de votre projet dans la presse. Vous avez créé, vous êtes président fondateur de Tous Repreneurs. Alors, Tous Repreneurs, votre credo, c'est de dire, eh ben, on va aller dans les quartiers, on va aller se rapprocher du milieu agricole, on va aller un petit peu sur le terrain et on va dire, ben voilà, ce sont des personnes qui ont une ambition, qui ont certainement besoin d'être accompagnés pour reprendre des entreprises et pour retisser, remailler tout le territoire, parce que là, il y a de quoi faire, quoi. C'est un projet en même temps magnifique, très ambitieux, et peut-être facile aussi quelque part, parce que vous avez une adhésion de la part des gens. Finalement, quand on se rapproche un petit peu d'eux, quand on tire un peu le fil, on s'aperçoit qu'il y a une énergie, une volonté d'action dans notre pays qui est extraordinaire. Et en fait, ça permet simplement de s'occuper en fait du reste du tableau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la chance de partager cette table avec vous trois qui êtes des génies. Enfin, chacun dans votre domaine, vous faites partie du 1% des chanceux créateurs d'entreprises. Il y a 99% des projets de création d'entreprises qui partent à la poubelle. Enfin, donc finalement, vous faites partie des chanceux. Et qu'est-ce qu'on fait des 99 autres? En fait, c'était ça la question. On s'est posé la question de se dire, est-ce que pour autant, quand on n'a pas trouvé l'idée, quand on n'a pas le projet, et il était dit là effectivement qu'il fallait trouver l'idée différenciante, qu'il fallait trouver le code ou l'idée de génie qui nous permettait pour arriver à se différencier. Mais quand on ne le trouve pas, est-ce que pour autant on est à foutre à la poubelle? Est-ce que pour autant on n'a pas le droit d'entreprendre? Et ben nous on a dit non, parce que finalement si on n'a pas l'idée, on n'a qu'à reprendre la bonne idée d'un autre. Ça s'appelle le reprenariat. Et il y a un potentiel énorme, il y a plus de 600 000 entreprises qui vont être à reprendre en France dans les 5 à 10 ans. C'est tous les baby boomers en fait qui sont en âge de partir en retraite et de transmettre leur entreprise. Et finalement, pour ces entreprises, il n'y a pas besoin d'avoir une idée, il y a besoin d'avoir de l'idée et de l'envie. Effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce qu'on travaille. Donc, on travaille sur cette notion de l'entreprenance, cette idée de se dire je veux être patron de mon destin, je veux être patron de mon projet de vie, où je n'arrive pas à me rendre salariable parce que je suis trop atypique, ou trop vieux, ou trop noir, ou trop arabe, ou trop pas assez diplômé, ou trop j'avais pas assez la bonne idée. Quand à 14 ans, on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, bah, j'en savais rien. Et puis finalement, j'ai fait un job, mais aujourd'hui, je m'emmerde, ou je suis en burn-out, ou je me suis fait virer, ou mon usine a fermé, ou j'ai pas envie de faire ça. Et j'arrive pas à éteindre cette petite voix dans ma tête qui me dit mais c'est pas fait pour toi ce que tu fais là, c'est pas bon. J'avais peut-être une entreprise et je l'ai fermée parce qu'en fait, c'était peut-être une bonne entreprise, mais pas faite pour moi. Enfin bref, je vais pas vous faire le tableau de toutes les personnes qui se retrouvent sur ce banc de touche. Nous, on appelle ça le banc de touche pour rigoler. Enfin, c'est pas marrant, mais c'est toutes les personnes qui se retrouvent en marge, qui écoutent, c'était notre sujet de table à midi, c'est des chefs d'entreprise, ils me disent mais nous on cherche à recruter, de l'autre côté il y a des acteurs de l'emploi qui disent mais nous des gens qui cherchent du taf, il y en a plein, et finalement la passerelle n'arrive pas à se faire entre les deux. Donc en résumé, entre chômage et salariat, nous on dit entrepreneuriat, et si tu n'as pas d'idée, tu reprends la bonne idée d'un autre. Donc pour ça, en fait, on a créé tout un parcours dans lequel on donne les clés du nouveau monde, les clés de l'entrepreneuriat, ce travail sur l'entreprenance, et on les amène jusqu'à réaliser le projet. Donc de manière très rapide, on les invite à rentrer en introspection
pour aller chercher ce pourquoi ils sont venus naturellement au monde, ce dans quoi ils sont très forts. L'idée, c'est de se dire finalement, bon, vous allez vite le comprendre, mais moi, mon aptitude naturelle, le truc avec lequel je suis venu naturellement au monde, c'est de causer. J'adore causer. Depuis que je suis gamin, je cause. J'ai toujours fait chier mes copains avec ça. J'ai toujours été délégué de classe. Enfin, dès qu'il y avait une manière de pouvoir parler, je pense que je l'ai toujours saisi. Donc finalement, si moi, demain, je devais reprendre une entreprise, ça serait une plutôt bonne idée que je reprenne une entreprise dans laquelle le rôle clé du dirigeant, c'est d'être le commercial de l'entreprise. C'est mon métier, c'est mon aptitude naturelle. Prenez mon meilleur ami, lui, qui est plutôt un bon gestionnaire, un gestionnaire de génie. Il a toujours géré nos vacances depuis qu'on est gamin. Il y avait des budgets, tout était organisé, tout était calé. Ce serait une vachement bonne idée qu'ils reprennent une entreprise dans laquelle le rôle clé du dirigeant, c'est de tenir ses tableaux de bord et de tenir toute l'organisation de l'entreprise. Et surtout pas pour lui de reprendre l'entreprise que j'aurais repris moi, et surtout pas pour moi de reprendre la sienne. Donc finalement, c'est de se donner un logiciel de choix entrepreneurial basé sur ses talents. Donc c'est par ça qu'on commence. Alors c'est par ça qu'on commence, mais j'allais dire, ça suffit pas, parce qu'effectivement, quand on est, voilà, quand on a plus de 50 ans ou qu'on est dans le monde rural et qu'on se dit tiens, j'ai peut-être une opportunité de reprendre une entreprise, c'est bien, c'est super. Maintenant, est-ce qu'on va savoir le faire? Alors Déjà, vous, ce que vous avez fait, Pour ça, c'est la choisir. Ouais. La choisir avec son logiciel talent. c'est ça. Alors par contre, vous êtes allé un petit peu plus loin, justement pour accompagner cette démarche-là, en partenariat avec l'Université de Lorraine. Vous avez lancé en 2016 le premier diplôme universitaire de reprenariat d'entreprise. Oui. Donc déjà, je me suis défini une nouvelle stratégie professionnelle basée sur mes talents. Alors c'est tout simple, mais toutes les personnes qui étaient paumées, qui étaient comme dans un film 3D mais sans les lunettes, là vous leur mettez les lunettes sur le nez et tout d'un coup tout s'éclaircit. Ça y est, je suis con, ça y est, c'est enfin ça que je voulais faire. J'ai enfin compris. Donc ça c'est la première étape. Maintenant, je dois me donner les fondamentaux de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat c'est un travail. Effectivement, il y a la question qui se pose, c'est pourquoi tu veux entreprendre ? T'es fou? Pourquoi tu veux te lever tôt le matin, te coucher tard le soir, te mettre un stress? Est-ce que tu as le carburant de vie pour y aller? Est-ce que tu as une bonne raison de le faire? Si on te donnait 2000 balles en tant que salarié ou 1500 balles en tant que patron, tu préfères saisir quoi? Il faut avoir une bonne réponse à cette question. Si on n'a pas le pourquoi, ça sert à rien d'y aller, on va se cracher. La question, c'est pourquoi j'ai envie d'entreprendre. Donc on travaille à la définition de ce pourquoi. Une fois que j'ai défini mon pourquoi, je me donne la caisse à outils, toutes les fondamentaux de ce qu'il faut avoir pour être entrepreneur. Donc avoir la notion de ce qu'on appelle le chiffre, donc compta, banque, etc. Le droit, enfin savoir qu'il y a des contrats de travail, etc. Et tout ce que vous pourriez apprendre dans une école de commerce, donc marketing, communication, négociation. Donc on fait jalonner dans tout ce parcours qui permet finalement de se tester et de répondre à son pourquoi, à son comment, c'est donc ses aptitudes et ses compétences, et qui vous amène à un quoi, c'est-à-dire voilà le type d'entreprise, voilà ce que j'ai envie de faire dans la vie, j'ai envie de reprendre une boîte qui fait tel truc, qui vend pas des produits, des bouteilles, des tables, etc. Je veux une boîte dans laquelle le rôle clé du dirigeant, c'est celui du métier que j'ai envie de faire. Alors ça dure combien de temps cette formation? Ça dure 6 mois. 6 mois, d'accord. Ça se passe où? Alors aujourd'hui, on fait ça dans le Grand Est. Alors, j'en fais pas la promotion, parce que malheureusement, nous ne sommes pas encore dans cette région, mais nous arriverons tout doucement. Ça dure 6 mois, ça se passe dans le Grand Est pour ceux qui voudraient venir habiter dans le Grand Est et le faire. Mais je pense qu'il n'y a rien d'universel, en fait. Il n'y a rien d'original, pardon, tout est universel dans ce qu'on a fait. C'est plutôt un retour d'expérience que je voulais vous faire, c'est-à-dire que si demain vous n'arrivez pas à vous rendre employable et que vous dites j'ai envie d'entreprendre, mais je comprends pas parce que moi j'ai pas la bonne idée ou j'ai pas trouvé l'élément différenciant comme tu disais qui fait que, mais j'ai l'envie. Parce que je le sens dans mon ventre, j'ai l'envie, parce que on me dit effectivement que j'ai 50 ans et que je suis un vieux schnock parce que ça fait 5 ans que je vais à des entretiens d'embauche qu'on veut pas me prendre, on veut pas me payer à ma juste valeur parce qu'on me propose des jobs de commerciaux à 1000 balles, on veut pas me laisser monter dans une boîte parce que je suis une nana, parce que je suis ci, parce que je suis ça. Si vous avez une bonne raison et que ça brûle dans votre ventre et vous dites j'ai envie de le faire mais je sais pas dans quoi, eh bien il vous reste plus qu'à vous choisir le véhicule, l'édifice dans lequel il manque un rond, vous êtes un rond, vous allez vous imbriquer dedans, c'est aussi bête que ça. Alors, vous en êtes à la 5e promotion, c'est ça à peu près? C'est ça? Et alors, est-ce que ça marche? Parce que c'est ça la question que j'avais envie de vous poser. C'est un beau projet, ça paraît complètement magnifique. Mais est-ce que ça marche? Alors, Oui, c'est tout bête parce qu'en fait, la France en avait besoin. Je pense que la France essayait de chercher sa nouvelle génération d'entrepreneurs français. Et ce qui est cool, c'est qu'on a enfin donné une chance à ceux qui n'avaient pas la tête pour inventer le vélo, mais qui avaient les pattes pour pédaler. Et c'est ça qui est beau. C'est que l'idée, c'est de se dire, mais finalement, tout le monde peut être entrepreneur si on a envie de le faire. Le seul truc, c'est d'avoir les clés de ce nouveau monde et de se réconcilier avec son histoire de vie. Je ne sais pas combien d'entre vous sont aujourd'hui dans une posture à se dire j'ai craché une boîte. Installez-vous confortablement, bienvenue. J'ai peut-être craché ma première boîte. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en remonte une? J'étais dans un poste où ça ne m'a pas plu. Est-ce que cette fois-ci ça va me plaire? L'idée, c'est de se réconcilier en disant tout va bien.
C'est pas grave si à 14 ans, vous ne saviez pas ce que vous aviez envie de faire. C'est pas grave si à 35 ans, vous n'avez plus le même regard qu'à 15 ans. C'est pas grave si à 50 ans, on s'est fait virer. Tout va bien. J'ai presque envie de dire, le premier job qu'on fait, c'est de se réconcilier avec ces pépins de vie et presque de les prendre dans les bras en leur disant « Mais merci, c'est grâce à ça que je suis fort aujourd'hui. C'est grâce à ça que je sais ce que j'ai plus envie de faire. C'est grâce à ça que je sais ce que j'ai envie de choisir demain. » Donc l'idée, c'est juste de s'arrêter 5 minutes et de se réconcilier avec son histoire de vie en se disant maintenant c'est parti, grâce à ça, j'ai une nouvelle vision et je me donne le nouveau véhicule dans lequel j'ai envie de faire rayonner mes valeurs, dans lequel j'ai envie de faire rayonner ma vie. Et vous allez voir que dans ces murs qui paraissaient étanches, tout d'un coup, il y a des faisceaux de cette lumière qui jaillit de vous qui vont vous donner les nouvelles opportunités. Et si on veut pas de vous comme salarié, eh ben vous dites et ils veulent pas de moi, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Et là vous entreprenez. Et si vous dites mais je sais pas dans quoi entreprendre, eh ben vous reprenez la bonne idée d'un autre dans laquelle vous pouvez vous impliquer. Voilà. Alors, les entrepreneurs qui ont fait cette formation, enfin les futurs entrepreneurs qui ont suivi cette formation, que sont-ils devenus aujourd'hui? Combien d'entreprises? Allez, si on donne quelques chiffres, dans quel domaine, quel âge? J'ai un tiers. Alors j'ai plus de 45 ans d'âge moyen, j'ai une majorité de femmes et un tiers de personnes malheureusement que j'arrive pas à décabosser parce que j'ouvre les portes à tout le monde. Chez nous, le seul critère de recrutement, c'est l'envie d'avoir envie. Donc il n'y a rien d'autre. Si vous voulez, à partir du moment où vous êtes en situation régulière en France et que vous avez plus de 18 ans, vous avez le droit de participer à un casting qui ressemble à une espèce de The Voice de l'entrepreneuriat où tout le monde vient pitcher en 3 minutes son projet de vie. Donc un tiers sur 100 personnes, j'en ai un tiers qui finalement n'ont pas réussi à trouver la ressource pour le faire, on va le dire comme ça. Donc c'est des gens qui finalement soit se complaisaient, on en parlait tout à l'heure dans le chômage, vous n'avez pas vraiment, c'était pas le moment pour eux encore de faire. Vous savez, vous avez des gens qui vous disent mais j'ai envie mais là pas tout de suite, tu sais j'ai encore mes droits au chômage ou plus tu sais voilà, j'ai le temps, j'ai pas voilà. Donc ça, j'ai un tiers de personnes qui retenteront leur chance. J'ai un tiers de personnes qui retournent au salariat en disant mais finalement ça y est, je suis con, j'ai enfin compris ce que je voulais faire. Je me suis enfin remis en alignement avec mon projet professionnel et donc un tiers des personnes dans mon dispositif d'entrepreneuriat qui retournent au salariat mais avec le comportement entreprenant qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils vont chez des patrons en disant mais je viens pas travailler chez toi, je viens me réaliser. Je viens réaliser mon projet entrepreneurial finalement chez toi. Donc j'ai un tiers de personnes qui font comme ça et j'ai tous ceux qui n'arrivent toujours pas à accéder au salariat et puis ceux bien sûr qui ne le voulaient pas mais parce qu'ils sont restés vieux, noirs, arabes, enfin ce que vous voulez, tous les problèmes qui font qu'ils peuvent pas accéder. Je suis pas non plus magicien et donc ceux-là partent en entrepreneuriat en choisissant un projet qui colle pour eux. J'ai 1% de créateurs qui avaient la bonne idée comme vous, des génies, et 99% des autres c'est des gens qui reprennent la bonne idée d'un autre. En tout cas, ce que j'entends, c'est que les femmes voilà, développent maintenant leur entreprise via Actionnel ou via votre structure de tous repreneurs. Je laisse la parole à la salle pour une question ou deux, et puis on en aura terminé. On vous écouterait encore un bon moment. Je vais vous donner le micro pour qu'on puisse vous entendre. Alors, je m'adresse à Monsieur Mebarki, d'accord. Bonjour Radwan. J'étais très emballé par votre prestation, donc c'était très bien, très convaincant. Bon, super. Alors, moi je suis d'origine polonaise, d'accord, et je voulais savoir éventuellement si potentiellement il y aurait possibilité, enfin si vous envisageriez de vous développer à l'international. Vous savez, pour un Nancéen, parce que je viens de Nancy en fait, pour tout vous dire, Lille c'est déjà l'international en fait. Mais oui, mais c'est pas le projet. Pour être honnête avec vous, la vraie ambition pour la note, c'est de développer ça sur tout le territoire français. Alors, faut mentionner, je vous coupe Radwan, mais que vous avez eu un petit coup de pouce quand même de l'État hein, dans ce projet. En fait, effectivement, il y a une vraie ambition. En fait, il y a une chance de vie extraordinaire. Il y a un alignement des étoiles pour tous ceux qui veulent le faire. 600 000 boîtes à reprendre dans les 5 à 10 ans à venir en France. Alors, bien sûr, s'il y a d'autres pays un jour qui veulent faire comme nous, je leur dirai comment faire. Mais un super potentiel parce que 600 000 boîtes à reprendre, des gens qui n'arrivent pas à trouver de job, un budget à la formation pour dire j'ai le droit maintenant de me former, de choisir à quoi j'ai envie de me former, de choisir le métier que je veux. Il y a un alignement parfait des étoiles en France pour se créer un nouveau destin de vie en vous disant finalement si j'ai envie d'entreprendre en France, je peux le faire. Si je me crache, je sais que je me ramasse très fort, mais on est quand même dans un pays extraordinaire pour entreprendre parce que finalement si on se ramasse, vos gamins ils sont toujours scolarisés, vous avez le droit d'aller à l'hôpital,
vous avez le droit de vous soigner, vous avez le droit de mettre vos gamins. Enfin, je veux dire, moi, dont mes parents viennent d'Algérie, si vous voulez, pour parler des origines, là-haut, si vous vous crachez pour de vrai. Il n'y a pas de petit. Voilà. Donc, quand on se ramasse très fort. En France, on se rend pas compte de la chance de vie extraordinaire qu'on a si on se ramasse finalement. Et vous disiez tout à l'heure, c'est pas que pour les quartiers, mais j'aime bien les gens des quartiers, parce que finalement, quand on n'a rien, vous savez, on prend pas de risque, on prend sa chance, parce qu'au pire, quand on n'a rien à se faire saisir, on se fait rien saisir. Donc finalement, quand on n'a rien à perdre et qu'on n'a pas d'idée, on se dit, bah si bon, je tente. C'est comme si on vous donnait un ticket de tac au tac tous les matins, vous le grattez, au mieux vous gagnez, au pire vous restez là où vous êtes, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Allez-y, profitez-en. Notre camarade parisien. Lyonnais à la base, hein, mais on en vient tous là. Moi, pareil, alors c'est plutôt pour Radouane la question, effectivement, mais est-ce que vous retrouvez deux profils? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'envie. Après, il y a aussi la réalité de l'argent au bout d'un moment, hein, et j'imagine que pour reprendre une boîte, après, il faut mettre des pépettes. Alors, plus ou moins, mais parfois, on a l'envie, mais pas l'argent. Et parfois, il y a le contraire. Il y a ceux qui ont de l'argent, mais qui ignorent qu'ils ont encore l'envie. On est dans un pays où il y a une épargne folle, on n'arrête pas de le dire, et où personne met le pognon. Est-ce que c'est aussi une cible pour un programme comme le vôtre, finalement, de ramener ceux qui peuvent apporter plus la partie investisseur, entre guillemets, et qui peut-être ont déjà ces compétences, mais s'ignorent l'envie et vont peut-être avoir un jour un coup de cœur sur une boîte parce qu'ils ne regardent pas peut-être les boîtes à reprendre, ou j'en sais rien, ils n'ont pas l'info finalement. Alors, dans l'historique, ce qui a été raconté tout à l'heure, c'est que le dispositif, on l'a créé là où je donnais des cours en fait en tant que prof vacataire à l'IUP de finance de Nancy. C'est ce qui forme 90% des banquiers de la place. Donc en fait, c'est des banquiers qui ont créé ce dispositif avec moi, parce que la question que je leur ai posée, c'est moi, des mecs sur le banc de touche, j'en ai plein. Est-ce que tu es prêt à me les financer si je les mets dans un parcours? Donc en fait, on a créé tout ce parcours pour rendre des gens bankable. Et en fait, la vraie question, c'est de se dire, est-ce que les banques ont envie de financer? Oui, les banques ne demandent que ça, que de financer des bons porteurs de projets. Et je pense que mes collègues chefs d'entreprise vont vous le dire. En fait, des idées de boîte, il y en a plein. Ce qui manque, c'est des bons entrepreneurs. Et en fait, ce que 9 fois sur 10, quand il y a une défaillance dans une entreprise, elle vient du dirigeant. En fait, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de répondre à un banquier quand il va vous poser la question de dire, est-ce que tu es prêt à faire ton métier de chef d'entreprise? Pourquoi? Si déjà vous ne savez pas répondre à ça, vous êtes mort. Parce que souvent, vous n'y avez même pas répondu pour vous. De deux, quand il va vous dire, est-ce que tu es prêt à être peut-être moins bien payé? De dire à ta femme que cette année, on partira peut-être pas en vacances, que tu vois, le Codévi, là, je vais le risquer, je vais peut-être tout péter, puis l'héritage de ta grand-mère aussi. Enfin, ces vraies questions-là, en fait, qui vous posent et vous dire, est-ce que tu es prêt à, est-ce que tu as envie d'eux? Et à partir du moment où vous savez checker tout ça, mais c'est juste génial, des banquiers qui veulent financer des beaux projets, il y en a plein. Regardez, dès que vous êtes plutôt bon et puis que ça tient debout, et puis que vous savez pourquoi vous faites là, vous arrivez à faire des levées de fonds magnifiques quand il y a besoin. Et puis il y a des fois, vous savez, des boîtes à reprendre. Moi, je viens d'une région, mais j'imagine qu'ici, ça ne doit pas vraiment être différent. Il y a des boîtes à 30-40 000 euros. Hein. Un proxy market, alors on n'aime pas le groupe Carrefour, mais un proxy market, ça coûte 15 000 euros d'apport. Hein. Pour 15 000 balles, on est déjà entrepreneur. Des boîtes à reprendre, moi j'ai une boucherie à reprendre dans mon village, c'est 5 000 euros. Enfin, je veux dire, il y a plein de métiers dans lesquels on peut aller apporter son talent avec des boîtes à 30-40 000 euros. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Pôle emploi ici, mais souvent on fait des montages. Vous savez, quand on est demandeur d'emploi, des dossiers acres, on laisse 15 ou 20 000 balles. Vous avez toujours à faire un ticket à la région ou à la BPI. Vous montez à 30, 40 votre ticket, votre banquier vous dit si tu as 40, je te prête 40, 80. 80 000 euros, c'est 90% de la valeur des entreprises en France. 90% des entreprises sont des très petites entreprises. Elles n'ont pas de valeur transactionnelle, c'est-à-dire qu'elles coûtent moins de 100 000. Mais c'est des entreprises qui ont de la valeur économique, c'est-à-dire que vous pouvez vous tirer un salaire de 5 000 balles de ces boîtes-là. Et ben voilà. Vous avez votre réponse sur le financement possible. En tout cas, merci beaucoup, madame, messieurs, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir participé à cette conférence Entrepreneur. J'espère qu'elle vous a ouvert un petit peu, vous donné des pistes. En tout cas, vous a donné certainement la niaque pour y aller, si vous en doutiez encore. Et puis, on va enchaîner après encore.